Merci d'être revenu après cette pause. Donc, comment améliorer l'accompagnement dans les établissements? Quels sont les besoins et les changements souhaitables? Dans la précédente table ronde, nous sommes partis du comportement des résidents. Cette fois, nous allons prendre le problème dans l'autre sens et nous intéresser en premier aux accompagnants, qu'ils soient soignants ou non soignants. Car une notion est clairement ressortie de nos réunions préparatoires, celle du côté éponge des personnes très âgées qui résident en EHPAD et des comportements à adopter face à elles, ce qui permettra d'identifier les besoins et d'envisager des réponses éthiques, les transformations des institutions, voire de nouvelles réglementations. Pour aborder ces sujets, je vous présente Laurence Assang, qui est infirmière à l'EHPAD Jacques Bonvoisin de Dieppe. Voilà, Laurence. Marie-Ange Cosette, qui est assistante de soins en gérontologie à l'EHPAD L'Abbaye à Cerisy-la-Forêt, dans la Manche. Bonjour. Voilà. Et un petit bonjour stressé, mais un bonjour quand même. Aurélie Dérault, qui est psychologue à l'Abbaye. Geneviève Manarino, qui est conseillère du président du Conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Et Colette Roumanoff, qui est auteure, metteur en scène et conférencière. Voilà. Alors, je vous rappelle quand même qu'une urne digitale vous attend toujours. Elle attend toujours vos commentaires et vos propositions d'amélioration sur le thème de la mémoire et du grand âge. Avant de commencer nos débats, je vous propose de regarder un extrait de la pièce La Confusionnite qui a été écrite par Colette Roumanoff et sa fille Valérie. Vous allez voir, c'est formidable. Colette, vous l'avez dit? Pas encore, demain si tout se passe bien. Bonjour Marco. Pour l'instant, je ne suis que le fiancé. Oh, vous êtes fiancé. Et avec qui? Avec votre fille. Ah bon, moi j'ai une fille. Première nouvelle. J'ai cru que c'était ma thyroïde qui se déréglait parce que j'ai comme des bouffées de chaleur vers 18h. Mais aussi parfois le matin au réveil. Et alors depuis que j'ai pris les médicaments, eh ben j'ai la peau qui me brûle maintenant. C'est si facile d'être injuste avec ses parents. Et si facile d'être injuste avec ses enfants. On veut qu'ils réussissent leur vie quand on a raté la sienne. Et réussir sa vie ou la rater, ça, c'est une question d'interprétation. 1 million d'euros. Mais ça se refuse pas. Même pour la plus belle fille du monde. Ce qui est loin d'être le cas. Tu connais? Ah oui, je me marie avec lui demain, papa. Demain. Mais on ne m'a rien dit. Oh, mais papa, c'est mon mariage, tu pourrais t'en rappeler quand même. Mais l'alcool, ça ne me réussit pas du tout. Ah, je vous assure, si je bois une goutte, je ne réponds plus de rien. Par exemple, là, je serais capable de vous sauter dessus. C'est juste un état du cerveau qui fait que l'on perd ses repères. Une porte ressemble à une autre porte. Ah, parce que votre père aussi. Ah, ça, par exemple, quelle famille. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Jérôme va partir. Il part en voyage. On s'est disputé et le mariage est annulé. Vous êtes mon complice. Ah non. Je ne me plisse pas. Mais oui, mais moi aussi j'ai peur. Peur de quoi? Mais de me marier. Oh, tu te maries? Oui, demain, enfin non, maintenant je me marie plus. Madame a des petits problèmes de mémoire, mais rien de grave, hein, n'est-ce pas? Ah, vous avez des problèmes de mémoire? Pas du tout. Non, non, mais c'est bien ce que je dis, aucun problème, tout va très bien. C'est une très jolie pièce que j'ai eu la chance de voir avec Colette il y a quelques années, que je vous recommande. Alors, on va commencer. Réaction de tout le monde. Laurence, quand vous voyez ça? Oui, ben, je vois des... Procès du micro. En fin de compte, une situation de la vie de ce qu'on rencontre chaque jour dans notre métier. C'est exactement ça. À peu près. À peu près. Bon, j'ai aussi eu la chance de voir la pièce puisque je l'ai regardée en DVD. Effectivement, il y a des mini-scénettes de ce qu'on rencontre dans notre vie de tous les jours en tant que professionnel. Marie-Ange. Bah oui, effectivement, c'est ce qu'on peut apercevoir du coup au travail. Et aussi, quand on perd la mémoire, souvent, on parle, il est triste, voilà, la personne qu'oublie, qu'une proche est décédée ou quoi. Mais là, on peut voir aussi que ça peut être de la joie parce que le monsieur, à chaque fois, il est content de s'apercevoir que sa fille va se marier. Donc, au final, il a de la joie. C'est de la joie à chaque fois renouvelée. C'est de la joie renouvelée. Voilà. Aurélie? Oui, alors moi, ça me rappelle une situation que j'ai vécue juste jeudi dernier avec une résidente qui me parlait qu'elle devait aller voir sa maman. Et elle tournait en boucle dessus et elle m'a un peu interpellée.
Et c'était très touchant parce qu'on se demande à chaque fois ce qu'on doit dire, est-ce qu'on doit faire diversion, est-ce qu'on doit aller plus loin, est-ce qu'on doit leur dire la réalité des choses. Et puis au final, comme disait je ne sais plus qui tout à l'heure, voilà, qu'est-ce qu'il y a à entendre derrière sa demande. Elle était très angoissée. Du coup, j'ai la chance d'être psychologue et donc d'avoir eu 1 heure pour l'écouter, pour entendre tout ce qu'elle voulait me dire. Et c'est vrai qu'au bout de cette heure-là, alors même si elle m'a redit « Vous êtes bien gentille, ma petite dame, mais je vais quand même aller chercher ma maman pour lui dire, elle va s'inquiéter », elle m'a dit « Mais vous savez, vous m'avez sauvé la vie ». Et c'est vrai que c'est important d'être dans l'ici et maintenant avec eux. Et ça rappelle l'exemple de la mémoire implicite de M. Nakache tout à l'heure, quand je pense que ce qu'on leur fait vivre dans cette heure-là, finalement, c'est imprégné, c'est engrammé quelque part. Donc voilà, je trouve ça assez important. Geneviève. Oui, pardon. Non, quand on vous donnera la parole, Colette. Alors, les auteurs, c'est quand même incroyable. Je veux pas frustrer l'auteur de la pièce. Moi, je n'ai pas vu la pièce, mais je rejoins ce que vous avez dit, le côté joyeux plutôt qu'on retrouve. Alors, c'est sûrement pas tout le temps joyeux dans la réalité, bien évidemment, mais ce qui ressort sur ces extraits-là, effectivement, c'est oui. J'ai le droit aussi de dire que je ressens les choses comme ça. Colette. Alors, est-ce que vous êtes toujours séduite par votre pièce? Est-ce que vous l'auriez changée? Est-ce que vous l'auriez écrite autrement aujourd'hui? Non, on l'a jouée il n'y a pas très longtemps à Namur, devant une salle absolument délirante. Et on s'est dit vraiment, plus on la joue, cette pièce, plus on est content. Et les gens qui la voient sont souvent très contents. Et quand je fais des conférences, ça m'est arrivé, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un dit « Oh, mais moi j'ai vu cette pièce il y a 5 ans, depuis j'ai aucun problème avec ma femme, tout roule bien. » C'est une pièce qui fait un déclic. Et un jour, j'avais même à côté de moi une spectatrice, elle disait « Je suis venue vraiment, c'est parce que mon médecin m'a dit de venir voir cette pièce, mais vraiment, oh là là, vraiment, bon. » Et après, elle m'a dit « Ah, j'ai compris, il faut relativiser. » Voilà. Et elle est partie avec le sourire. Donc en général, les gens quand sortent de cette pièce, moi j'adore regarder la sortie, ils ont tous le sourire. Voilà. Juste en quelques mots, elle date de quand cette pièce? Vous l'avez jouée combien de fois déjà? Alors elle date de 2014, on l'a montée en 2014 et on l'a jouée, je ne compte pas combien de fois parce qu'on aimerait la jouer plus, mais on la joue tous les ans. Tous les ans, je dirais moi. Est-ce qu'on la joue 25 fois par an? J'en sais rien. Avant, j'avais un théâtre à Paris, donc je pouvais la jouer plus. Maintenant, je suis une compagnie sans théâtre attribué, donc je ne peux la jouer que si on m'achète, mais je la vends pas cher. Appel au peuple. Voilà. Alors, on va commencer cette table ronde par les expériences des unes et des autres. Donc, on va commencer avec vous, Marie-Ange, parce que vous chantez toute la journée et vous n'avez pas mis le pied dans la chambre d'une résidente que vous êtes déjà en train de chanter. Vous chantez quoi? En fait, moi, de base, je suis d'une nature, chez moi, à toujours être joyeuse, à toujours chanter. Donc, je reste comme je suis au travail aussi. Et j'ai en souvenir une dame qui est très agitée souvent pendant la toilette. Et j'ai remarqué pendant les fêtes d'anniversaire à la fin du mois qu'elle adorait chanter Rikita et aux Champs-Élysées. Donc pendant la toilette, je chante le refrain et elle continue la suite. Et la toilette se passe très bien et elle est très détendue. Donc voilà. C'est un cas où de toute façon, vous imaginez qu'avec tous les patients, je veux dire, c'est une forme de médecine complémentaire. Enfin, oui, parce qu'on s'aperçoit bien que ils adorent la chanson. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent aussi dans l'établissement. Et je sais que il y a aussi un résident. Il parle pas beaucoup. Il est souvent dans son coin. Parfois, on lui propose un bain thérapeutique l'après-midi et on lui demande qu'est-ce que vous voulez comme chanson. Et il adore Johnny Hallyday. Donc, on peut parler de Johnny Hallyday pendant très très longtemps. Et là. C'est un moulin à paroles. Donc votre répertoire, il est un petit peu tiré de nostalgie, par exemple? Oui, oui, du coup, je m'y mets. Vous y mettez, oui, parce que c'est pas la musique que vous préférez normalement. Je connaissais pas Rikita jusqu'à présent. Vous nous la chantez, ce refrain? Rikita, jolie fleur de Java. On avait dit. Je lui avais dit que je la ferais chanter. J'ai réussi à vous faire chanter. Laurence, vous, quand vous rentrez dans une chambre, vous commencez toujours par dire bonjour, ce qui pour moi semble un peu le minimum, mais surtout vous tentez toujours de capter le regard des gens, et ça c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Oui, c'est très important parce qu'effectivement il faut déjà établir un contact avec cette personne, et le regard c'est très important. Et j'essaye aussi, et je remercie Madame Romanoff, d'arriver avec
la bonne humeur. C'est très important parce qu'effectivement, les personnes qui sont en face de nous vont tout de suite détecter si on est de bonne humeur. Si on est de bonne humeur, et ça marche, le contact s'établit tout de suite. Avec en plus le regard, c'est magnifique. C'est la clé d'entrée. Parce que le regard, les personnes âgées, elles ont tendance parfois à se replier un petit peu sur elles-mêmes. Alors, vous faites comment, vous? Exactement. Chantez aussi, vous faites... Je chante aussi, mais bien sûr. Ça marche très tous, bien. on n'est pas de On va finir cette table ronde en chanson, ça va être formidable. Donc, je dis bonjour, effectivement. Et si la personne ne me regarde pas, je l'interpelle par son prénom et je lui demande de me regarder. Et elle me regarde. Ça marche à tous les coups? Ça marche quasiment, allez, à 95%. Bon. C'est les femmes comme les hommes? Les femmes comme les hommes. Oui, les hommes sont sensibles aussi au son de notre voix. Les femmes aussi. Mais effectivement, le son de notre voix, c'est vraiment un outil de travail. Les jours où on est aphone, ben... Ah, c'est mauvaise pioche ce jour-là. C'est mauvaise pioche. Il faut faire autre chose. Surtout Marie-Ange, parce que quand elle est aphone, là, c'est foutu. Là. C'est mon angoisse. C'est votre angoisse. Ça vous arrive de temps en temps? Non, non, franchement, ça va. Mais c'est vrai que les résidents, maintenant, ils ont l'habitude avec moi. Et quand j'arrive dans leur chambre, une dame, elle me dit « Ah bah tiens, voilà la chanteuse ». Donc bon, ça y est, j'ai ma réputation. Bah, c'est sympa. Oui. C'est sympa. Colette, tout ça doit vous ravir, j'imagine. Alors pour vous, rester calme et souriant, c'est évidemment le b.a.-ba face à une personne qui souffre de la maladie d'Alzheimer, puisque c'est quand même le sujet de votre pièce. Et cette maladie, pour vous, c'est surtout une maladie qui empêche la bonne gestion de l'information. Donc c'est à vous à vous adapter. Expliquez-nous. Oui, c'est-à-dire que c'est une maladie de la gestion de l'information. Et le stress, quand on est stressé nous-mêmes, on n'arrive plus à gérer les choses, même les plus simples. Si on est très stressé, bon, quelqu'un qui a cette maladie peut gérer rien s'il est stressé, rien. Donc la chose la plus importante, c'est donc d'amener quelque chose justement de déstressant, c'est-à-dire la bonne humeur. Et quand on est de bonne humeur soi-même, on se sent bien. Hein, donc autant le rester et et à ce moment-là, cette bonne humeur, elle va se propager. C'est-à-dire que la personne va réagir, comme vous disiez très bien, voyez. Donc ce qui est important, c'est pas tellement ce qu'on va faire, ce qu'on va dire. Ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est qu'on soit vraiment de bonne humeur, content d'être là. Voilà, content d'être là où on est. Et à ce moment-là, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent se dénouer, beaucoup de problèmes qui disparaissent. Enfin, dans tous les aspects de la vie, parce que la personne va sentir, elle n'a plus toutes ces infos, il lui manque beaucoup d'éléments dans son cerveau, mais elle capte l'humeur des gens alors à 5 sur 5. Ouais. Et alors, ça, 5 sur 5. C'est ce que j'appelle un peu la compréhension instinctivo-affective. Voilà. Ils vont être sensibles à tout un tas de choses comme les caresses, un regard pour entrer en contact. Le son de la voix, le ton de la voix. Parce qu'en ton, fait, quand on est de bonne humeur, on sourit naturellement. Je sais pas, on est sympa, quoi, voilà. Donc ça marche toujours. Voilà. Mais je vois dans l'établissement, pardon, excusez-moi, dans l'établissement où on travaille, c'est vrai qu'on l'a remarqué avec mes collègues quand il manque du personnel et que du coup on est dans le speed, dans le rush le matin pour les toilettes, etc. On remarque que les résidents, du coup, ils sont très agités, ils sont très énervés. Voilà, ils sont très demandeurs, tout ça. Et quand on est en nombre, tout se passe bien, même plus ou quoi, et qu'on est détendu, et eux aussi sont très détendus et on s'est fait la remarque plusieurs fois. Oui, mais ça, c'est normal. Hein. C'est absolument, c'est la base de la relation. Si vous êtes tendu, vous n'allez pas capter les... Quand on est tendu, soi-même, on ne capte pas bien les choses extérieures. Donc, on peut pas y réagir. Alors que là, si on est détendu, si on voit qu'il y a c'est ça se passe là, tout devient facile. Oui, mais il y a la détente, mais vous parlez aussi de la gestion de l'information. Est-ce que ça veut dire que pour simplifier la vie de ces personnes, il faut justement simplifier l'information, il faut adapter les messages? Il faut adapter absolument les messages à ce qui peut être compris. C'est pour ça que toutes les questions qu'on posait tout à l'heure sur quelqu'un qui est décédé ou qui va aller voir sa mère, quelqu'un qui va aller voir sa mère, qui est décédé depuis je ne sais pas combien de temps, peu importe, ça ne sert à rien de le remettre, de lui expliquer que ça ne sert à rien. C'est pas ça, parce que ce n'est pas la vraie demande. La vraie demande, il y a une angoisse. Et cette angoisse, il y a beaucoup de manières de l'apaiser. En tout cas, certainement pas de lui expliquer que la personne elle est bête, qu'elle n'a rien compris, qu'elle a oublié quelque chose. Ça va pas du tout l'arranger. Ça va la mettre encore plus angoissée encore. Donc tout ce qui va apaiser l'angoisse, d'abord un ton de voix calme,
Voilà. Alors après, on s'adapter à la personne, on ne sait pas suivant laquelle, qu'est-ce que c'est. Mais mon mari, par exemple, il avait connu une période d'angoisse. Après un séjour à l'hôpital de 48 heures, il était revenu dans un état absolument effroyable. Et alors, il disait, évidemment, je vais aller voir mon père, je vais aller voir ma mère. Parce que c'est comme de retrouver un sentiment de sécurité. Donc, les gens ne savent plus où ils sont, ils ne savent pas les repères, mais ils savent que quelque chose dans une sécurité, ils ont connu une sécurité à un moment qui était reliée à une image de mère, de père, de quelque chose comme ça. Donc, ils veulent retrouver cette sécurité. Ils ne demandent pas à voir physiquement parlant. Bon. Alors, comment on peut leur redonner la sécurité? C'est la seule question, le seul problème qu'on a, c'est celui-là. Alors déjà, si on s'énerve, c'est fini. Voilà. Donc, il faut être calme, très calme, et puis regarder les choses. Et ça passe déjà. Mais si ça ne suffit pas, il faut proposer des choses sympathiques, je ne sais pas. Faire diversion? Ah oui, autant que c'est possible. Autant que c'est possible. Un chocolat chaud, un thé, un machin, une promenade, un jeu de ballon, jouer au ping-pong, c'est assez extraordinaire, je le répète depuis très longtemps. Ça marche très, très, très bien avec beaucoup, beaucoup de monde. Et c'est agréable pour tout le monde. Jouer au ping-pong, faire quelque chose qui va leur donner un sentiment que tout va bien. Voilà. On peut dire tout va bien, tout va bien, tout va très bien, tout va bien, tout va bien. Moi, j'ajoutais souvent une phrase avec mon mari. Maintenant, tous les problèmes sont pour moi. Ah, ça me soulage beaucoup ce que tu me dis là. Quand vous entendez ça, Aurélie, cette simplification, c'est ça le b.a.-ba de ce qu'il faut faire et des messages sur lesquels vous travaillez? Bien heureusement, j'ai pas du tout la vérité. Et voilà, faut pas être dogmatique, comme disait Monsieur Nakache. Je crois qu'il faut faire avec. On en parlait tout à l'heure avec ma collègue. Chaque soignant est différent, chaque soignant a sa sensibilité et il faut vraiment qu'ils apprennent à faire confiance à ce qu'ils ressentent, parce que souvent il y a des soignants qui viennent me voir et qui me disent Aurélie, moi j'ai ressenti ça, j'ai eu tel sentiment, mais je pense que voilà, c'est toi qui es psychologue, c'est toi qui sais. Mais absolument pas. Les soignants, ils savent pas qu'ils savent, mais ils savent pas à quel point ils savent. Et moi, je suis psychologue, j'ai juste de la théorie et des connaissances derrière qui me permettent peut-être d'en faire un peu des interprétations. Et encore, je suis très prudente. Mais les soignants, très souvent, enfin, la plupart du temps, ils font exactement ce qu'il faut faire et avec ce qu'ils ressentent du moment. Et vraiment, je les invite à se faire confiance. Et eux qui sont au quotidien et dans l'instant, souvent, ils réagissent très, très bien spontanément. Et ça, c'est très, très beau à voir, quoi. Ouais. Laurence et Marie-Ange, c'est votre expérience peu à peu qui vous amène et qui vous sérénise, parce que c'est pas évident d'emblée face à une personne qui a des troubles importants de la mémoire, par exemple. Non, moi, c'est l'expérience. Ça va faire 7 ans maintenant que je suis aide-soignante et ça fait quelques mois que j'ai passé la formation ASG. Et la formation ASG, justement, m'a permis vraiment de plus prendre confiance en moi et dans ma pratique professionnelle, parce que je me disais toujours, mais est-ce que je suis bonne soignante? Est-ce que je suis bonne soignante? Je me comparais souvent à mes collègues qui ont 10 ans, 15 ans dans la structure et je me dis, mais je ne suis pas du tout comme elle, je suis moins bien. Et en fait, non, j'ai vraiment appris que chaque soignante est vraiment différente. On a tout notre vécu aussi qui rentre aussi en jeu. Et du coup, donc voilà. Disons que moi, personnellement, ce qui me réconforte, c'est de voir le comportement qui va être généré en face, en fait. Qu'est-ce que mon comportement à moi va apporter à la personne en face, exactement. Et ça, c'est la plus belle récompense. C'est comme ça que je me dis, bon, finalement, aujourd'hui, j'ai bien travaillé. Vous nous donnez un exemple ? Alors, ce que vous avez vu récemment ? Alors, qu'est-ce que j'ai vu récemment ? Alors oui, bien sûr, parce qu'en fait, en préparant ces estivales, forcément, on s'est documenté aussi un peu plus. On a trouvé des clés. On a vu des petites mini-vidéos de gens qui ont traversé des épreuves. J'ai utilisé, en tout cas, j'y suis allée en me disant, après tout, essaye, ça va peut-être marcher. Et ça marche. Et ça fait du bien. C'est réconfortant. Alors, la dernière personne que j'ai en tête, une dame qui... Parce que moi, je suis infirmière, donc je distribue des médicaments aussi. Et donc, il disait, je veux mon médicament. Mais enfin, c'était en boucle. Et je me disais, il y a un autre souci. Il n'y a peut-être pas que l'histoire du médicament. Donc, je lui ai dit, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner vos médicaments. Mais elle n'entendait pas. Elle était vraiment dans sa boucle infernale. Et en fait, j'ai repensé à ce que Madame Romanoff a écrit. Et je me suis dit, il y a peut-être un autre problème.
il faut que je trouve. Donc en fait, maintenant, je suis un peu en mode détective. Quand je vais travailler, je me dis s'il y a des choses, des questions ou des phrases qui reviennent en leitmotiv, c'est le signe que quelque chose d'autre ne va pas et qu'elle ne sait pas me dire ce que c'est. Donc c'est à moi de trouver. Et donc là, je vais dans un travail j'investis. Aurélie, vous êtes à la tête d'une équipe de détectives finalement? Alors, détective, explorateur, inventeur, c'est monsieur Roger Paul Droit tout à l'heure qui disait qu'il fallait explorer, et je suis totalement d'accord. Et la créativité, elle peut venir que des équipes soignantes, il faut les soigner, enfin, faut les aider, il faut les accompagner. Moi, l'exemple qui me venait, qui s'est passé il y a longtemps, c'était un résident qui est décédé depuis, c'est deux aides-soignantes qui passaient pour le goûter. J'allais juste commencer mon entretien, elles me disent « Oh, désolé », je dis « Non, non, entrez ». Et puis, les rituels, jus d'orange ou jus d'ananas, c'est un exemple tout simple, mais qui est quand même touchant. Et puis, il ne répond pas, parce qu'il était parti à vouloir parler, avec ses difficultés de mémoire importantes, il avait 95 ans. Et puis, jus d'orange ou jus d'ananas. Et puis là, il y a une des deux aides-soignantes qui regarde l'autre, qui fait « Attends ». Et là, elle se met à sa hauteur, elle lui touche le bras, j'en ai des frissons, et elle dit « Je vous écoute ». Et là, il s'est ouvert, parce que l'aide-soignante en question était aussi très ouverte. Et on dit des fois, il faut du temps, on n'a pas le temps, nous. Mais ça lui a pris 3 minutes, quoi, finalement, de faire ça. Et c'était, mais voilà, j'en avais des frissons de les voir. Et ça, c'est des moments magiques. Et voilà, je trouve que notre direction nous laisse ces opportunités-là, quoi. Donc, c'est très beau. Ces éléments de vie, c'est important aussi pour vous dans les décisions que vous êtes amenés à prendre? Alors là, je vais réagir. Alors, casquette CNSA, vous imaginez bien que tout de suite, vous pensez caisse, financement, etc. On en parlera après. On en parlera après. Je n'ai pas tellement d'annonces non plus. Mais là, franchement, je suis très heureuse d'être sur cette table ronde parce que vous êtes en capacité de dire que vous avez un beau métier. Et ce n'est pas souvent ce que l'on entend. Et puis aussi, vous laissez la part belle aux personnes âgées. En tant que citoyen, vous êtes dans une forme de respect et ce qu'on défend avec le conseil de la CNSA, mais ce que je défends aussi parce que j'ai été élue dans un département, que j'ai aussi côtoyé les professionnels que vous êtes, je sais les difficultés dans les établissements. Ce que vous avez exprimé là doit donner envie à ce qu'il y ait plus de personnes qui veulent embrasser ce beau métier de l'accompagnement. Et puis la façon dont vous parlez aussi, moi je suis convaincue que quelle que soit la situation de la personne, qu'elle soit Alzheimer apparenté ou autre, c'est encore une personne et que dans notre société peut-être et que dans notre pays, on met un petit peu de côté les vieux, vous m'excuserez du terme parce que c'est un peu ce qui est aussi dit et qu'on a oublié que ces personnes-là, elles avaient un vécu, elles avaient des goûts, elles avaient des besoins, elles avaient des souvenirs. Donc vraiment merci de nous faire partager ces moments-là. Première réaction. Oui. Alors, après vos expériences, on va maintenant essayer d'envisager un certain nombre de solutions pratiques que nous avons listées quand nous avons préparé cette table ronde. Donc, on va essayer de voir tout ce qui pourrait, ou ce qui devrait d'ailleurs changer pour améliorer justement le quotidien et des soignants et des proches. Et on va commencer par les petits changements de la vie quotidienne. Alors, déjà... Première chose, rendre l'environnement plus lisible. Ça, je vais donner la parole à Colette. Ça, c'est son dada, je sais. Oui. Donc, il y a des tas... Parce qu'il faut savoir que les gens perdent les repères extérieurs et ils perdent aussi les repères intérieurs. C'est pour ça qu'il faut faire le détective. Quand une question revient tout le temps, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais la personne ne sait pas le dire. Elle peut avoir une rage de dents ou mal au pied et pas être capable de le dire. Donc, il faut effectivement faire le détective. Sinon, je vais faire une toute petite parenthèse. J'ai fait, il n'y a pas longtemps... un atelier pour des soignants, enfin j'avais surtout des soignants. Il y en avait qui travaillaient dans un EHPAD Partager Vie et d'autres dans un autre EHPAD. Et quand ceux qui étaient dans l'autre EHPAD, la psychologue les obligeait à répéter à la dame que son mari il était mort tous les jours. Du coup, elle pleurait. Et ça, c'est pas une belle publicité. Non, mais les soignantes ne voulaient pas le dire. Elles étaient très ennuyées. J'ai dit, mais suivez votre sentiment, à vous. Vous devez faire avec votre sentiment, avec ce que vous sentez vous. Et par contre, les soignantes qui travaillaient dans un EHPAD Partager Vie avaient l'air beaucoup plus libres et beaucoup plus... Elles les sortaient dehors, les amenaient sur la plage. Ça avait l'air nettement plus sympa. Voilà. C'est une petite parenthèse quand même.
Petite parenthèse. On s'applaudit, quoi. Voilà. Colette, c'était votre réponse, mais c'était pas ma question. Non, non. Non, mais je vais dire. Donc, par exemple, il faut rendre l'environnement plus lisible, même en utilisant d'un pictogramme, mettons, pour présenter les WC avec comme il y a dans les WC publics, de loin, enfin, mais grand, en couleur, pour que les gens puissent voir. Et ça peut les aider pendant des années, pendant longtemps. Après, ça aide plus. Il y a un moment où il n'y a plus rien qui est de toute façon vu. À un moment, toutes les étiquettes sont très utiles, et puis après, elles ne servent plus à rien. Mais tant qu'elles sont utiles, c'est très chouette. Alors, l'environnement plus lisible, mesdames, vos témoignages. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez faites? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez remarquées? Il y a des choses que vous avez peut-être changées, d'ailleurs, maintenant. Est-ce qu'il y a des, je sais pas, les indications sur les portes, par exemple? Est-ce que ça rend service? Ça rend beaucoup service. Alors, dans l'EHPAD où je travaille, on a la chance d'avoir des services qui ont été entièrement refaits avec effectivement des signalétiques, WC, la salle de soins, les chambres, avec des dessins, des images sur chaque porte. Et ça, même le malade qui est dément, entre guillemets, ça, il le retient, c'est sa chambre. Il va savoir que c'est sa chambre. Et c'est une chance. Vraiment, venez visiter notre EHPAD. C'est magnifique, c'est beau. Et ça a commencé avec, sur l'unité protégée, donc, qui accueille effectivement majoritairement des personnes qui ont des pathologies type Alzheimer. Et c'est très utile parce qu'elles ne cherchent pas. Elles savent. Les toilettes sont là, elles savent. Et effectivement aussi, quand on reprend une prise en soins où on a des difficultés, on pense à ça. C'est très important, avec des caractères lisibles. Parce que forcément, si on écrit en Times 10, elle ne va pas voir. Hein. Donc effectivement, c'est important. Marie-Ange ? Bah oui, nous aussi, on a bien sûr, c'est marqué sur les portes, voilà, les WC, etc. Et puis nous aussi, on est toujours là pour les guider, bien évidemment. Et puis aussi, c'est pas encore fait, mais c'est en projet. Les différents secteurs, bien les différencier de par un nom ou une couleur pour qu'ils arrivent aussi à mieux se repérer, pour savoir à quel secteur, enfin quel étage ils sont. Donc voilà. Aurélie, finalement, que les résidents puissent circuler relativement facilement, c'est quelque chose de très important parce que c'est confortable pour tout le monde. Oui, tout à l'heure on parlait de les sécuriser. Effectivement, ça leur apporte une grande sécurité psychique. Et puis moi, au niveau de lisibilité, on parlait tout à l'heure de voir la personne, je ne sais plus, c'est vous madame qui parliez de ça, de toujours voir la personne qui a eu derrière voilà, cette personne plus âgée, avec ce corps dégradé ou cet intellect dégradé. Et peut-être personnaliser les portes encore plus. Peut-être, je ne sais pas, je pensais des fois à mettre des photos des résidents, même tout jeunes, petits, et puis adultes. Enfin, c'est quelque chose qui me parle, ça. Oui ? Oui, Colette. Parce qu'ils se reconnaissent plus facilement sur des photos où ils sont jeunes, où ils ont 25 ans, que sur des photos récentes. Tout à fait. Ça, c'est très connu. Et puis les soignants, ah oui, elle a vraiment, c'est pas qu'une personne âgée d'un EHPAD, c'est une vraie personne qui était là avant, bien dans sa vie. Notre deuxième point fort, c'est proposer des activités pour tous, quel que soit leur état de santé. Donc, activité physique adaptée, évidemment, lecture à voix haute, jeu. Qui commence sur cette proposition? Oui, moi. Bah, oui. Marie-Ange, on l'arrête plus maintenant. Elle va chanter bientôt, en plus. Non, j'ai arrêté avec la chanson. Non, nous aussi, on a la chance d'avoir aussi la Tovertafel dans l'établissement. Donc, je ne sais pas si... Qu'est-ce que c'est? Voilà, je m'y attendais. La Tovertafel, c'est un outil ludique pour les personnes âgées ayant des troubles cognitifs. Donc, l'objectif, c'est de maintenir les capacités cognitives, motrices et sensorielles. Et du coup, ça, en fait, c'est un projecteur qui projette des animations sur une table. Et ça incite la personne ça encourage le mouvement, ça capte aussi un peu l'attention et ça permet de réduire le trouble du comportement. Et on peut le faire du coup bien sûr à plusieurs et ça favorise aussi le lien social. Donc ça on l'utilise souvent et c'est vrai que on voit les bénéfices. Laurence ? Alors moi, je ne suis pas beaucoup dans le côté divertissement, oui. Désolée, mais j'ai aussi... Médicaments, Madame Médicaments. Madame Médicaments, Madame Play, Madame... oui. Tout ce qui est très agréable. Oui. Aurélie ?
Alors, c'est vrai qu'au départ, quand je suis arrivée, j'étais plutôt neuropsychologue. On m'avait un peu demandé de faire tout ce qui était atelier cognitif. Et puis très vite, je me suis dit, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qui est atelier sensoriel, les bains thérapeutiques, on en parlait tout à l'heure. Ça peut apaiser les personnes qui sont dans une compréhension instinctive ou affective, justement. Et puis, pour tout ce qui est atelier, en fait... c'est pas tant ce qui va se passer du côté de la performance et quels anagrammes il va avoir réussi, c'est que la personne, voilà, mes 3 credos, j'espère que je vais m'en souvenir, c'est de dire, une fois que l'atelier est terminé, quel qu'il soit, c'est de sentir que la personne, au-delà de ses capacités, la question n'est pas tellement de savoir quelle est votre capacité, mais vous rendre compte que vous avez une valeur, que vous avez une place, et que vous êtes considéré dans votre singularité. Voilà, Madame Dupont n'est pas la même que Madame Durand. Et voilà, je suis une personne singulière et j'ai ma place et surtout, je vaux quelque chose. Et je pense qu'on peut faire des activités, quel que soit le niveau de dépendance de chaque résident, en fait. Tout le monde peut bénéficier d'ateliers. Quelques mots sur le sujet, Colette ? Eh bien, toutes les activités physiques sont très, très importantes. Ça remet en route l'énergie. Et puis, la personne se dit, j'arrive à le faire. Et ça, c'est ça qui fait énormément de bien. Ouais. Vous parlez aussi de la lecture à voix haute. C'est plus passif, mais c'est pareil. Non, c'est pas passif, c'est la personne, elle lit. C'est la personne qui lit. Oui, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ah, oui. C'est que tant qu'une personne sait lire, et ça dure très longtemps, elle ne peut pas lire seule, parce que dès qu'elle a lu, elle ne se rappelle pas ce qu'elle a lu. Donc le livre lui tombe des mains. Mais si quelqu'un l'écoute, il écoute attentivement, elle peut lire pendant 1 heure des choses. Et moi, j'ai découvert ça, moi, tout à fait par hasard. On était en train de répéter le site. D'un seul coup, il y a un comédien qui s'arrête. Et mon mari, qui avait Alzheimer depuis quand même... il finit la réplique. Donc quand les comédiens sont partis, je dis, mais peut-être tu aurais envie de lire ça. Il s'est mis à lire. Et du coup, j'ai fait lire, je ne sais pas combien de livres. Mais tout seul, il ne peut pas lire rien. Donc après, quand l'orthophoniste venait, je lui dis, s'il vous plaît, vous l'écoutez et c'est lui qui va lire. Et ça marchait très très bien. Et après, l'orthophoniste m'a dit, je le fais avec d'autres. Tant que la personne sait lire, mais elle ne peut pas lire seule parce qu'elle va oublier. Par contre, si quelqu'un l'écoute, elle a l'impression de faire une prestation, et elle s'exprime. Et puis en plus, tout marche, la phonation, la lecture, le machin, c'est ça. Et alors, il y a quand même, je ne suis pas tout seul à y avoir pensé, j'ai vu, il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Cameron, qui a écrit un bouquin, et lui, il organisait carrément dans les EHPAD des groupes de lecture. Quel est son prénom, juste pour... ça s'appelle... Pardon James, oui, je crois que c'est James Cameron, je crois que c'est un Américain ou un Américain, voilà. Donc il organisait des groupes de lecture et donc dans un EHPAD on peut organiser des groupes de lecture. Alors que moi dans un EHPAD que j'ai visité récemment, il y avait un groupe où on faisait un quiz, c'est-à-dire il y avait 50 personnes d'un côté et il y avait une dame qui disait c'était quand que Gorbatchev a fait la... Moi, je ne sais même pas en quelle année, quoi. Donc, il y a peut-être une personne qui répond et tous les autres se sentent idiots. Et c'est toujours la même en général. Et tous les autres, c'est une entreprise de démolition, quoi. Oui. Alors qu'un groupe de lecture, c'est une entreprise de construction. Oui. Vous avez un petit témoignage sur la lecture ? Oui, mais, ça me fait vraiment réagir parce que j'ai assisté dans un EHPAD à Bayonne. Donc, ça a duré vraiment plus d'1 heure. Et le texte, c'était un texte de Victor Hugo, c'était Le Voyage. Et donc, les résidents, les habitants, lisaient chacun une partie du texte et la personne d'à côté continuait et il préparait un spectacle comme ça et j'étais très touchée parce que de ce que vous racontez ça me renvoie vraiment l'image. Ils étaient dans leur lecture et ils ne se trompaient pas. Il n'y avait pas d'erreur et il y avait, allez, on va dire 8 personnes qui étaient là avec les professionnels qui encadraient. Ça s'appelle l'atelier des Lulus, ça me revient. Je sais pas si, mais ça me fait aussi remarquer que finalement, on le dit, presque on le vulgarise trop. Les personnes, elles sont chez elles.
Et chez elles, quand elles vivaient vraiment dans leur maison, mais là, elles sont aussi chez elles dans un établissement, mais elles lisaient le journal, ou elles avaient une bibliothèque, etc. Ça, et donc, on continue journal, voilà, de considérer qu'elles sont encore... Par contre, quand il y a un moment donné où la lecture va devenir difficile, et là, on voit que c'est vraiment la déconstruction du cerveau pas à pas, c'est-à-dire que la personne va buter sur les mots trop longs, les mots compliqués, et à ce moment-là, c'est à partir du moment où elle bute, ça ne sert à rien de vouloir lui réapprendre à lire. Oui. Il faut arrêter, il faut jouer à autre chose, il faut jouer à des jeux de balles ou à autre chose. Mais pendant très longtemps, ça marche, la lecture. Alors, notre 4e thème, c'est s'organiser pour que les personnes fassent tout ce qu'elles sont encore capables de faire. Alors ça, c'était une grande discussion. Il y avait le manger-main, tout à l'heure, dont on a parlé. Et on avait parlé aussi du brossage de dents. Donc, mesdames. Oui, le manger-main, c'est vrai que voilà, nous, notre objectif quand même en tant que soignants, c'est que les résidents gardent le maximum de leur autonomie. Et s'ils n'arrivent plus à manger avec des couverts, ils mangent parfois avec leurs mains. Et c'est vrai que parfois, on peut avoir des remarques, que ce soit des résidents ou des proches. Ah non, mais ils mangent salement. Voilà. Mais nous, on dit oui, mais ils mangent tout seuls. Et c'est ça qu'il faut retenir. Aurélie ? Le brossage des dents, c'est aussi très important, puisque ça fait partie de l'hygiène bucco-dentaire. C'est très important. Parce que c'est pas parce qu'elle a des troubles cognitifs qu'il faut qu'elle ait les dents pourries. Donc, oui, c'est mieux, oui. Et à côté de ça, c'est un geste qu'on a fait tout le temps. Donc, je pense qu'on oublie peu. Et de toute façon, si la personne oublie, on peut aussi lui montrer, parce que le mime, ça marche aussi, de l'accompagner en lui disant un peu comme ça, et en faisant nous-mêmes. Elle nous imite, donc c'est intéressant parce que on s'amuse beaucoup et je pense que c'est quand même plus agréable comme ça, parce que je ne sais pas si vous avez essayé de vous laisser laver les dents par quelqu'un, c'est hyper désagréable. Donc oui, il faut garder ces choses-là. Aurélie ? Moi, ça m'évoque, tout à l'heure, monsieur Roger-Paul Droit parlait de tripes et Noémie Poirier parlait de petites filles. Je trouve que dans la maladie, dans les démences, les troubles neurodégénératifs, il y a un retour, finalement, ça renvoie à tout ce qui est archaïque en nous, tout l'infantile, et les cris, la déambulation, les stéréotypies, le manger-main, voilà. Et ça, je ne sais pas si les directeurs se rendent compte à quel point ça vient résonner aussi chez le soignant. Alors, vous avez plein de stratégies, c'est formidable, mais ça nous renvoie quelque part, je trouve, à nos propres mouvements archaïques, et avec lesquels il faut être assez au clair, parce que je trouve que les soignants font vraiment un métier qui ça prend aux tripes, quoi. Ça prend aux tripes. Il en parlait ce matin, et je trouve que pour ça, peut-être l'idée, ça renvoie à des choses quand même un peu difficiles parfois, c'est peut-être de proposer des séances d'ADPP. Je sais que ma directrice est très favorable à ça, analyse de pratique professionnelle, pour justement être bien au clair avec ce que ça nous fait vivre, nous, de travailler dans un EHPAD. C'est quand même assez chargé émotionnellement, c'est plein de moments joyeux, mais c'est plein de choses qui résonnent fort chez le soignant, par rapport à tout ça. Marie-Ange, vous dites que même les autres résidents, ça leur pose un problème. Il n'y a pas que les familles qui refusent cette pratique. Oui, il y a certains résidents, ils apportent quand même beaucoup de regard sur les autres. Un tel, il fait beaucoup de bruit. Un tel, il mange salement. C'est vrai que donc la personne en elle-même, elle fait pas attention parce que Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de remarques, et du coup, ça crée des conflits dans les résidents qu'il faut aussi un peu gérer. Donc on ne veut pas non plus isoler la personne qui dérange, si je peux dire, les autres. Donc on essaye de trouver des compromis, quoi. En chanson. Ça passe toujours. Colette. Oui, l'histoire de vous disiez des choses archaïques. En fait, quand on arrive, il y a plusieurs façons de prendre les choses. Mais si on arrive à ce que quelqu'un se lave les dents tout seul, juste en lui montrant comme ça, en tendant la brosse à dents au bon moment, puis en lui montrant le geste, c'est quand même assez magnifique. C'est une réussite. Donc on peut être fier, content. Voilà. Et pareil pour le fait de se raser. Ce sont des choses qui restent, mais qui sont, à mon avis, il faut les déclencher avec un petit déclic. Ou le ping-pong, par exemple. À un moment donné, le ping-pong s'en va. Le bruit de la balle sur la table, c'est un bruit très spécial. Et d'un seul coup, ça réveille. Et d'un seul coup, paf, ça part. Et c'est magnifique. On est content. Je pense que c'est quand même un métier où on doit avoir beaucoup de satisfaction aussi.
pour tout ce qu'on réussit à faire dans un univers difficile. T'es champion. Alors, il y a un autre... Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, parce que de ce que vous dites, de ce que vous exprimez, je trouve ça extrêmement important de parler de l'autonomie de la personne et de la plus petite compétence encore possible. Et vous la mettez vraiment en avant. Et quand on parle d'autonomie, c'est d'abord ça aussi. C'est ça. Et puis là, actuellement, nous, à l'EHPAD, on est en train de changer d'ascenseur. Donc, les résidents, voilà, on a créé des salles de restaurant à chaque étage. Et au moins, on favorise encore plus leur indépendance, puisqu'on fait la vaisselle, du coup, à la main. Et on leur demande d'essuyer aussi la vaisselle, chose qu'en temps normal, ils ne font pas, puisqu'on a la grande plonge avec le grand lave-vaisselle. Donc, finalement, voilà. Et ils sont contents de faire des choses comme ça. C'est vraiment du comme à la maison, quoi. Mais oui, ils sont contents parce qu'en fait, c'est encore quelque chose qu'ils savent le faire. Ouais. Alors pourquoi ils se sentent utiles, en fait. Ouais. C'est très important. Alors, il y a un autre aspect, c'est l'aspect blouse blanche. Dans les recommandations, entre guillemets, c'était moins de blouse blanche parce que finalement, il y a un effet barrière de la blouse blanche. On va commencer à donner la parole à l'infirmière. La blouse blanche. L'infirmière est en bleu turquoise. Non, nous n'avons pas de blouse blanche. Nous avons toutes et tous des couleurs, forcément par corps de métier, mais on n'a pas de blouse blanche. Et c'est vrai que c'est très bien qu'il n'y ait pas de blouse blanche. Ça donne un peu de gaieté déjà. Et effectivement, ça enlève cette barrière. Il y a plein de gens qui ont le syndrome de la blouse blanche. Mais oui, ça fait monter la tension. Mais oui. Mais oui. Aurélie, sur l'histoire des tenues vestimentaires et des blouses. Oui, alors c'est vrai que nous, les psychologues, on est un peu à part et on n'a jamais porté de blouse, mais ça met de la verticalité, ces blouses, là où on devrait être en horizontalité. Et c'est tout le cure and care, en fait. C'est toute l'attention, elle passe par le fait c'est une vraie rencontre d'égal à égal. Et l'effet blouse, pour moi, est assez catastrophique, quoi. Bien sûr. Mais la blouse bleue ne fait pas l'effet de la blouse blanche. Non, la blouse bleue ne fait pas l'effet de la blouse blanche. Et en plus, on a des badges, parce qu'il faut savoir qui nous sommes. C'est important pour les gens en face de lire qui nous sommes. Alors moi, j'ai une blouse bleue avec un badge jaune. Et dedans, il y a écrit Lolo. Donc, toutes les personnes que je soigne, dès que j'arrive, c'est « Ah, c'est Lolo !» Je fais « Mais vous vous en êtes rendu compte comment ?»« Ah ben, parce que t'as pas de cheveux. » J'ai dit vraiment, c'est parce que j'ai pas de cheveux. Mais c'est écrit sur ta blouse, tu t'appelles Lolo. Mais en fait, c'est vraiment, ça donne du relief et c'est important. C'est très important. Colette, l'effet blouse blanche. Bien sûr que c'est très important, la relation d'égalité à égalité. De toute façon, qu'on ait une blouse blanche ou qu'on n'en ait pas, qu'on ait des diplômes ou qu'on n'en ait pas, la relation est toujours à égalité. Si on veut avoir une relation de confiance, il faut se sentir égal. Ça, c'est vraiment très important. Alors, il y a un autre aspect qui est important parce qu'on multiplie les travaux qui prouvent leur effet bénéfique chez tout le monde, c'est le contact avec la nature. Alors, à Paris, c'est peut-être plus difficile, en province, c'est peut-être moins compliqué. Est-ce que vous faites tout pour que vos résidents puissent de temps en temps être dans la nature et en bénéficier ? Nous, on propose quand même pas mal de balades dans le village. On a un magnifique étang juste à côté, qui est en plus juste à côté de l'abbaye. Donc, il y a un très beau cadre. Donc, on va souvent voir l'étang. Ou même quand il y a des animations dans le village, on essaye d'y participer au mieux. Le week-end dernier, il y avait la libération du village, les 80 ans de la libération de Cerisy-la-Forêt. Malheureusement, avec la météo, on n'a pas pu y aller. Mais sinon, c'était prévu. Enfin, on essaie vraiment, même on a un camion pour pouvoir partir même aux clés de vire à côté, voilà, pour juste sortir, s'aérer et profiter. Nature, ça inspire qui, la nature ? Alors nous, on a aussi une animatrice qui fait un travail formidable. Vraiment, elle est géniale. Et elle les emmène aussi en forêt, des sorties pêche qui sont organisées. Et quand on voit effectivement la personne qui est à l'EHPAD, qui est plutôt discrète, presque effacée, et dans la nature, là, c'est une autre personne. C'est la renaissance, quoi. C'est très agréable de les voir comme ça. Aurélie, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, c'est tout ce que je décrivais tout à l'heure autour de la stimulation un peu par les sens. Moi, ça me fait vraiment penser à la Madeleine de Proust, en fait. C'est-à-dire qu'on va dans la nature, tout d'un coup, il y a des odeurs, ils vont toucher un arbre, ils vont toucher une pierre.
Et ça réouvre des tas de tiroirs. Et voilà, c'est aussi ça, la mémoire et l'identité. Et puis voilà, comme dans la Madeleine de Proust, il y a plein de souvenirs qui reviennent. L'autre fois, je suis partie faire une balade thérapeutique avec une résidente. Et le nombre de choses qu'on a vues sur le chemin, c'était fantastique. Il y avait les enfants qui sortaient de l'école à ce moment-là. Et enfin, voilà, elle s'est vraiment ouverte, elle s'est sentie beaucoup plus vivante que... Elle m'a dit, allez, vous venez, je mets mes chaussures, je prends ma canne et on y va. Et voilà, c'est tous ces aspects-là. Colette, quelques mots sur la nature. Oui, mais on peut aussi faire des balades en ville, et ça marche aussi très bien. Je croyais que c'était les mains dans la terre, toucher les troncs. Et, non, mais les balades en ville, ça marche très très bien aussi. Hein. Ça fait parce que c'est important de marcher, c'est important de regarder. Là, c'est la marche, c'est pas le contact avec la nature. Mais là, le contact avec les gens, le contact avec le décor. Oui, si on est enfermé tout le temps, c'est un peu difficile. Hein. Ouais. Donc moi, je dis qu'il faut ça fait des années que je dis qu'il faudrait inventer un nouveau métier qui s'appellerait promeneur de malades Alzheimer. Oui. Je suis sérieuse, hein, parce que ça changerait la vie des gens complètement, quoi. Et la vie des soignants et la vie de tout le monde, quoi. Mais voilà. Alors justement, ça permet de faire la transition avec le dernier point des solutions pratiques, c'est une meilleure formation. Vous voyez comment après on va revenir vers vous discrètement. La formation, parlez-moi de votre formation, dites-moi ce qui vous manque. Les unes les autres aussi, tout va bien, tant mieux. Hein. Moi, je viens de faire ma formation à ASG, donc ça m'a quand même apporté des clés, par les animations aussi, pour réduire les troubles du comportement, ou quand une personne elle est vraiment anxieuse, pouvoir détendre, du coup, changer un peu de dévier un petit peu et de proposer d'autres choses. Là, prochainement, normalement, je vais faire la formation Montessori qu'on a parlé tout à l'heure, donc je ne l'ai pas encore faite, mais voilà. Elle est géniale. Voilà. En Laurence. fait, effectivement, on a des formations, régulières, et entre autres Montessori, et ce sont des formations qui sont vraiment, qui, si vous voulez, nous donnent un essor, parce qu'il y a des choses on a pris le temps de se poser, de réfléchir et de voir comment est-ce qu'on peut faire aussi. Et moi, je suis un peu en rogne, je profite de cet instant pour le dire, contre notre culture. À midi, tout le monde doit être lavé, tout le monde doit être... Alors ça, je pense qu'il y a vraiment... On doit faire un effort de com avec les familles. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas le résident, c'est la famille qui va arriver, qui va nous dire « Oui, mais vous voyez pas, il est déjà à cette heure-là, et puis il n'est pas encore lavé, elle n'est pas encore lavée, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais oui, madame, mais voilà. » Formation humanitude. Elle était en train de se reposer, donc je ne vais pas la réveiller brutalement juste pour aller se laver, alors que au fond, qu'est-ce qu'on va... Même si elle n'est pas lavée pour le déjeuner de midi, ça fait quoi ? Ça ne nous arrive jamais à nous de ne pas être lavés pour midi ? Ça vous arrive jamais, vous, de faire une journée pyjama ? Enfin, je veux dire, quelquefois, il faut... Et je pense qu'il y a effectivement un effort de com à faire avec... C'est-à-dire, c'est même pas un effort de com, c'est établir un dialogue avec les familles pour leur expliquer que le rythme a changé pour ces personnes-là. Ouais, c'est vrai. Je me tourne vers vous maintenant parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas donné la parole. Donc sur ce qui manque le plus aujourd'hui, alors bien sûr l'argent et le temps, c'est toujours ce qui arrive en premier, quelles que soient les personnes à qui on pose la question, et c'est assez logique, mais il existe heureusement d'autres leviers sur lesquels on peut agir, et donc nous allons tenter de voir avec vous ce qui pourrait être amélioré du côté de l'organisation et le rôle des pouvoirs publics dans cette nécessaire transition. Alors, je ne sais pas, j'ai combien de temps ? 5 minutes, royalement 5 minutes. Non, mais je renouvelle vraiment mes remerciements sur ce que j'ai entendu parce que c'est très touchant et tellement vrai. Alors, cette CNSA, c'est une caisse de la sécurité sociale. Pour faire vraiment très brièvement, c'est 41 milliards d'euros, ce qui est quand même important, et qui s'organise avec un conseil et avec une direction générale. Et le conseil de la CNSA est un conseil assez autonome, avec un président un peu poil à gratter et puis 52 membres du conseil. Ce que la CNSA porte dans ses orientations, dans ce qu'on appelle sa COGE, c'est toute l'éthique des solidarités, du respect des personnes et des professionnels aussi. Et je vais m'interrompre 2 secondes, peut-être. Non, c'est bon. Nous vous saluons, monsieur. Ouais, très bien. Et donc, dans ces orientations, ce que l'on met en avant aussi, parce que nous sommes la caisse habilitée à porter ces politiques de l'autonomie, c'est à la fois de l'innovation,
parce que c'est important de se réinterroger sur les métiers, sur la façon dont les personnes sont accueillies dans les établissements. Et puis aussi, on finance bien évidemment ces formations en lien avec les OPCO. Enfin, je vais vous passer le côté administratif. Mais ce qui me semble extrêmement essentiel, c'est qu'il faut faire évoluer le regard que l'on porte sur les professionnels qui œuvrent dans ces établissements. Si on ne le fait pas, si on ne donne pas encore plus envie d'y aller, ça serait vraiment dommage, parce qu'on le sait, on a le mur du vieillissement dans les années qui arrivent. Et en même temps, quand je vous dis ça, vous allez me dire, oui, mais les moyens ne sont pas là. Certes. Alors, je vais peut-être un peu, je ne sais pas si ça va vous choquer ou pas, mais c'est parce que moi j'ai beaucoup travaillé, et on travaille beaucoup au sein aussi de la Caisse sur la transformation de l'offre. Je pense qu'il faut utiliser ce mot, parce que qui dit transformation de l'offre dit on va regarder ce qu'attendent les personnes âgées vieillissantes, qu'elles soient dans des situations très graves physiquement, mais elles expriment aussi des choses. Ce qu'attendent aussi les professionnels que vous êtes. On transforme l'offre, ça veut dire comment on va innover, comment on va peut-être aussi moins répondre à des réponses binaires, c'est-à-dire on ne peut plus rester à son domicile. La solution, c'est l'EHPAD. Très sincèrement, sur la Caisse, sur la CNSA, c'est pas uniquement l'EHPAD qui est la solution. Les personnes qui veulent encore rester chez elles, c'est l'adaptation du logement qui est financée, c'est les services d'aide à domicile qui sont d'ailleurs bien financés avec des financements supplémentaires. C'est aussi les habitats partagés, c'est les résidences autonomie. Donc il y a tout un parcours. Et ce parcours-là, est-ce qu'il est suffisamment identifié par les personnes ? J'en suis pas convaincue. On est dans une administration tellement lourde que, et vous savez que c'est le parcours du combattant, je vous apprends rien, quand une personne a besoin d'être accompagnée, que ça soit sur l'APA ou un nouveau lieu de résidence, parfois, c'est compliqué, c'est même souvent très compliqué. Je me dis, s'il y a une révolution à faire, c'est la simplification. Alors, je parle sous couvert du professeur Jandel, mais aussi de monsieur Bayrou. Je me dis, bon, simplification. Tant qu'on n'aura pas simplifié, on se trouvera dans ce mur-là de dire, je vais où, je fais quoi, je fais comment. Et vous, les professionnels, qu'est-ce qui est difficile pour vous ? Vous n'êtes peut-être pas, assez nombreux dans les établissements. Je ne suis pas là pour militer, ce n'est pas ma fonction au sein de la Caisse, mais c'est peut-être un constat. Vous vous dites, il faut des nouveaux métiers. Moi, j'en suis convaincue. Oui, il faut s'adapter davantage. Il faut s'adapter, absolument. Il faut des nouveaux métiers. Et puis, dans vos métiers, il faut qu'il y ait des passerelles pour motiver les jeunes là qui s'interrogent, qui se disent, oui, c'est des métiers du soin, mais en même temps, je fais ça, puis après, comment on fait des passerelles entre les différentes formations et les différents diplômes qui vous sont donnés. Si on commence AES ou j'ai plus tous les termes en tête, mais vous avez fait une formation ASG, voilà. Mais si pendant 3-4 ans je fais ça, et ma validation des acquis et de l'expérience va peut-être me donner une ouverture sur un autre métier, toujours voilà. Et je pense que je crois que c'est pour toutes les politiques, on est tellement cloisonnés que la transversalité, finalement, après, ça fait du mal et aux professionnels, mais surtout aux personnes pour lesquelles on a un engagement d'accompagnement. Donc, c'est un peu militant ce que je dis, mais en même temps, c'est aussi l'essence même du Conseil de la Caisse de la CNSA, qui est représenté avec à la fois toutes les fédérations, les syndicats, les professionnels, des experts, l'État qui est aussi présent. Et on s'interroge aussi sur, vous parliez de la sortie à l'extérieur, de l'ouverture à l'extérieur. La CNSA finance les tiers-lieux dans les EHPAD. Moi, je suis allée visiter un EHPAD dans le Pas-de-Calais. Dans l'EHPAD, il y a une classe maternelle. Et je suis arrivée au moment de la sieste. Ça m'a renvoyé des choses assez intéressantes parce que j'étais enseignante et directrice d'école. Et je suis arrivée dans cet EHPAD. Mais pour arriver là, il a fallu qu'on mette autour de la table l'éducation nationale, l'ARS, une grosse administration quand même, mais dont on a besoin, le maire de la commune, les familles les familles des résidents des EHPAD, mais aussi les parents des élèves, qui s'interrogeaient peut-être, mais c'était tellement joyeux que ces publics se rencontrent. Donc, c'est pas faire une révolution, mais c'est peut-être s'interroger
sur cette simplification, accompagner la formation des professionnels et rendre plus visibles les métiers et leur donner une certaine noblesse que vous méritez. Vous savez, moi, des fois, alors c'est plus Pôle emploi maintenant, c'est France Travail. J'avais rencontré une professionnelle qui me dit, moi, on me dit, tu prends ce poste, de toute façon, tu vas t'occuper des petits vieux, tu les laves et puis ça ira très bien. C'est de la maltraitance de dire ça. Donc ça veut dire que quand on cherche du travail, il faut peut-être aussi mieux former les personnes qui vont vous accompagner, que les OPCO qui gèrent la formation santé s'interrogent peut-être aussi sur comment on apporte cette notion d'autonomie. Qu'est-ce qu'être autonome? Vous savez, moi j'ai souvent comparé ce qu'on apportait sur la petite enfance, où on est là pour rendre les tout jeunes très autonomes. Mais les personnes vieillissantes qui perdent de l'autonomie pour différentes raisons, c'est le même métier, quoi. Il faut continuer et peut-être réapprendre l'autonomie. Donc, j'essaye un peu de construire ce qui serait le mieux et le mieux possible et le mieux valorisant à la fois pour vous, mais aussi pour le respect des besoins de ces personnes. Et c'est vrai que la Caisse a écrit et a signé cette convention d'objectifs et de gestion et dit voilà, on a ces 41 milliards d'euros. C'est un travail qui se fait en lien directement avec les départements et les ARS. Et puis moi, je rencontre des gens qui me disent on ne connaît pas la CNSA, elle n'est pas représentée dans les territoires. C'est la seule caisse de sécurité sociale qui n'a pas d'antenne, bien évidemment. Donc l'argent est distribué et relativement bien utilisé. Je pense qu'on ne va pas quand même dire que notre pays... Mais je crois qu'il faut qu'on ose cette transformation de l'offre sur tous les niveaux. Ces niveaux de... Non, mais ce niveau de formation et de rendre vos métiers valorisants, de repenser peut-être aussi la façon dont vous êtes rémunérés, ça ne me gêne pas de le dire. Bon, il y a eu des avancées, etc., parce que c'est aussi ça la réalité, et que l'on vous connaisse mieux. Alors moi, je me dis, parfois, on a vu des grandes publicités portées par l'État sur l'armée, sur je ne sais plus quel métier, etc. À quel moment on va voir dans tous les abris de bus de France une valorisation des métiers des personnes qui travaillent en établissement ou dans les services à domicile? C'est extrêmement important. Et puis, souvent, je termine là-dessus parce que je trouve que c'est pas neutre dans toutes ces politiques qu'on veut mener. On parle souvent du dernier kilomètre, parce que c'est un peu ce qui est exprimé dans les... Moi, je parle du premier kilomètre. C'est-à-dire au moment même où la personne, elle n'est plus en situation d'être seule ou de rester chez elle, etc., il faut qu'au premier kilomètre, on lui trouve une solution qui va lui convenir, le choix de la personne. Et je crois que c'est bien inscrit en plus dans les droits de l'homme, mais pas que. Il y avait eu aussi, je pense, une charte autour de la maladie d'Alzheimer il y a quelques années. Donc comment elle peut encore choisir ? Et comment aussi on va lui donner cette solution qui va lui permettre de vivre mieux le plus longtemps possible. Et on sera fiers de ça si notre société elle a un autre regard sur le vieillissement, elle reconsidère, comme j'ai pu vous dire en début de table ronde, la personne âgée, elle est citoyenne jusqu'au bout de sa vie. Mais quand on dit ça, c'est pas non plus les bisounours, c'est pas simple, et puis voilà. Mais il faut pas l'oublier. Merci beaucoup, on va s'arrêter là. Merci. Je remercie tous les intervenants de cette table ronde, les intervenantes, pardon, puisqu'on n'était que des femmes. Ben oui, de temps en temps, c'est pas mal. Alors, maintenant, j'appelle le docteur Claude Jandel, qui est spécialiste de médecine interne et de gériatrie et conseiller médical auprès de la Fondation Partage et Vie. Il va vous proposer un exposé interactif sur le thème « Quand nos mémoires s'éloignent, nos émotions demeurent ». Vous pourrez répondre à quelques questions en flashant le QR code qui est, vous savez, toujours derrière le programme qu'on vous a remis à l'entrée. Cher Claude, vous avez 15 minutes. Merci Anne, merci à Marie de Touillon. On va être en duo, c'est la première fois qu'on procède ainsi par cette séance interactive. Vous allez être mis à contribution sur le thème que j'ai intitulé « Quand nos mémoires s'éloignent, nos émotions demeurent ». Roger Paul, je compte sur lui pour qu'il compte le temps qui nous est imparti. Alors,
Première chose, vous allez devoir mémoriser, on va vous montrer tout de suite, 5 mots. Et vous les regardez bien parce que je risque de vous les redemander un peu plus tard, c'est-à-dire dans 3 heures environ. Et on ne sera plus ensemble. Avec la soupe à l'oignon. Avec la soupe à l'oignon. Alors, je vais vous poser 3 questions. Vous allez devoir répondre avec le QR code. Alors, la première question concerne la récupération espacée. Donc, parmi ces propositions, quelles sont les propositions vraies quand on vous parle de récupération espacée? Vous avez un tout petit peu de temps pour répondre. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de répondeurs. Bien, alors, on est obligé de minuter. Donc, la récupération espacée, si vous voulez, s'appuie sur le fait que nos résidents, quand bien même ils sont atteints de troubles neurocognitifs, sont encore capables de bénéficier de cette méthode qui consiste à répéter, à leur faire répéter à des délais de plus en plus longs des informations. Et on a démontré qu'en procédant ainsi, ils étaient encore capables de mémoriser, quand bien même ils ont des stades avancés de la maladie. Alors cette pratique peut s'appliquer en animation, dans le soin, au cours des toilettes, en rééducation, lors d'une promenade, à tout moment, et est accessible à tout professionnel. Ce n'est pas très compliqué à mettre en œuvre, et je suis persuadé que vous l'utilisez sans le savoir. Deuxième question. La question suivante concerne la réminiscence. Alors, quelles sont parmi ces propositions les propositions vraies quand on vous parle de réminiscence? C'est un terme au singulier et qui finalement doit se décliner au pluriel. Prenez le temps de lire les questions. On fait de la réminiscence, là. Oui, il faut prendre une minute quand même. Alors, c'est un acte, en fait, volontaire ou non, de remémoration, ça a été évoqué autrement tout à l'heure par nos professionnels, de souvenirs personnels du passé. Ça, c'est oui. La deuxième réponse est également juste. Une simple mélodie peut avoir un tel pouvoir déclencheur sur notre mémoire. Une simple mélodie. L'item 3 est également juste, est assorti de manière significative à de meilleurs résultats que la revue de vie. Ce qu'on appelle la revue de vie est une autre approche, elle est moins robuste, si vous voulez. Et enfin, on applique cette approche, cette démarche, dans les différentes unités, qu'il s'agisse de PASA, d'unités cognitivo-comportementales ou d'unités d'hébergement renforcé. Donc, c'est en fait une méthode qui est empruntée dans d'autres méthodes, Montessori, on a évoqué tout à l'heure, et vous l'utilisez. Alors, pour peut-être aller un peu plus loin en détail, Marie, je ne vais pas développer, mais il y a plusieurs types de réminiscence. C'est pour ça qu'on parle au pluriel. Il y a une réminiscence qu'on dénomme intégrative, instrumentale, une réminiscence obsédante, instructive, narrative. Et chaque type de réminiscence renvoie vers des fonctions différentes. Donc ça, c'est des sujets qu'on pourra peut-être redévelopper par la suite dans les équipes. Mais vous le faites, en fait, ça aussi, quand vous allez construire l'histoire de vie, l'historicité, la biographie, le récit. En fait, vous empruntez à cette approche-là. Question 3. La question 3 est la suivante. Les personnes qui présentent des troubles neurocognitifs, donc c'est la plupart de nos résidents, eh bien, vous devez répondre à ces 4 items. Prenez le temps qu'il faut, là, on est en avance. Oui. On est en avance. Prenez plus de temps, là. Vous ne serez pas noté. Vous ne repasserez pas... Si. Et vous ne repasserez pas en septembre. Alors, ça, c'est très important, parce que, et ça a été aussi évoqué dans les différents témoignages, ils sont capables de percevoir et de comprendre les connotations sensorielles et émotionnelles du matériel musical. Ça, c'est très important. Et nous allons chanter, chers collègues, juste à la fin. Deuxièmement, les émotions suscitées par la musique facilitent l'encodage de nouvelles informations. Ça, c'est très important également, j'y reviendrai.
Troisième question, et le troisième item est également juste. Les effets émotionnels de la musique exercent des effets positifs sur l'humeur et le comportement. Ça, toutes les études l'ont démontré. Et enfin, l'écoute de la musique de Mozart peut induire une amélioration du raisonnement spatio-temporel. C'est ce qu'on appelle l'effet Mozart. Et pas Beethoven. Non, Mozart. Et je vous invite à réécouter la sonate en ré majeur KV 448, qui est la sonate qui a permis de démontrer que sous l'effet de cette musique, par exemple, les patients épileptiques faisaient moins de crises épileptiques, que les patients dépressifs étaient moins dépressifs. Voilà, c'est ce qu'on appelle le pouvoir émotionnel de la musique, très important. Alors, Marie, si vous voulez montrer peut-être cette image, effectivement, on connaît mieux aujourd'hui les relations entre le pouvoir de la musique à créer des émotions. Vous avez à gauche les zones du cerveau en rouge qui sont stimulées par la musique. Et à droite, vous avez tous les circuits neuronaux qui font communiquer nos cellules nerveuses dans le cerveau, qui font le lien entre les émotions induites par la musique et la mémoire. Donc, tout ça est mieux connu aujourd'hui. Je ne vais pas développer. C'est une approche neurobiologique qui est démontrée, hein, et on connaît mieux maintenant les mécanismes par lesquels, finalement, la musique crée ces émotions et facilite les émotions dans un contexte d'émotion. Alors, Marie, si vous voulez bien, je vais vous reposer les 5 mots tout à l'heure. Je suis persuadé que vous êtes très performant et que vous avez la capacité de remémorer ces 5 mots. En tout cas, je l'espère, parce que vous allez comprendre pourquoi je l'espère. Alors, on peut passer à la suivante. Alors, vous avez encore une question là. La question, c'est parmi ces termes, vous avez 6 termes ici, c'est très important. 2 sont synonymes. Bravo. La personne qui a répondu là a bien répondu. Elle était déjà venue la semaine dernière. Déjà vu la semaine dernière, effectivement. C'est la 2e fois qu'on fait. Alors, encodage et engramme veut dire qu'on est capable de fixer l'information, une nouvelle information. Ce qui est atteint dans les maladies neurocognitives, c'est que les personnes sont plus capables d'engrammer ou d'encoder une nouvelle information. Donc, vous pouvez leur donner toutes les informations récentes, elles ne les engramment pas. Elles gardent la mémoire des faits anciens. Il y a un processus qui s'appelle l'attention, les capacités d'attention. Depuis qu'on procède à ces questions, vous êtes très attentif et vous activez vos capacités attentionnelles. En fait, ce qui est souvent atteint chez nos résidents, c'est les capacités d'attention. Quand vous leur faites faire 2 tâches simultanées, ils ne sont pas capables de les faire. Parce qu'ils ne sont plus capables de commuter d'une région cérébrale à une région cérébrale. Par exemple, commuter d'un programme moteur à un programme cognitif. Vous faites marcher 2 personnes ensemble, vous leur demandez de parler en marchant, elles vont devoir s'arrêter à un moment donné, parce qu'elles ont plus cette capacité de commutation. Donc ça, c'est la question de la double tâche. Et on ne peut fonctionner que si on est capable de réaliser au moins 2 tâches. Mais là, vous en faites 3 déjà. Pensez déjà à ce que vous allez faire ce soir. Après qu'on ait encodé, on doit consolider l'information, donc on la stocke, et on doit être capable de la restituer. Et donc, pour ceux qui n'ont pas été capables de restituer les 5 mots, je vais leur donner un joker. Suivante. On fait ce qu'on appelle un indice. C'est-à-dire, on donne un indice qui va leur permettre de retrouver le mot sémantique qu'ils n'ont pas été capables de trouver. Donc, j'espère que vous n'avez pas été nécessairement été vers l'indissage, mais enfin, dans l'hypothèse où la personne n'a pas été capable de retrouver un des 5 mots, le fait qu'elle soit capable de le retrouver grâce à un indice veut dire qu'elle a correctement encodé, mais qu'elle a été en difficulté pour restituer, aller chercher l'information. Ça, on a ça dans la dépression, pas dans la maladie d'Alzheimer. Voilà la différence. Alors, j'ai presque terminé, mais il faut rappeler qu'il n'y a pas de mémoire sans une pensée de l'oubli. Nous ne pouvons pas... On dit souvent le défaut de mémoire, c'est un problème. Mais c'est plus embêtant si on n'était pas capable d'oublier. En fait. Si on n'était pas capable... Vous imaginez si vous aviez dû emmagasiner toutes les informations depuis que vous êtes né, ça crée une espèce de parasitage
qui n'est pas gérable. Hein. Et donc, ça veut dire que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il faut éviter auprès de nos personnes de créer de la distraction par des éléments distracteurs, par exemple, du bruit intempestif ou des tâches interférentes qui viennent inférer avec la tâche qu'ils sont en train d'accomplir. Donc il faut tenir compte de cela, hein, nos psychologues le savent. Et sinon, cette capacité qu'on appelle les mécanismes d'inhibition latente, en fait, on a des mécanismes d'inhibition qui nous permettent d'inhiber certaines informations et qui fonctionnent un peu moins bien avec l'avancée en âge et a fortiori dans ces maladies neurocognitives. Pour terminer, et puis je vous présente là, que vous avez peut-être vu déjà, l'auteur de ces portraits, c'est le malade lui-même. C'est un peintre, William Utermohlen, qui a peint son visage aux différents stades de sa maladie. Ça vous montre un peu la dégradation de ses capacités visuospatiales. Et je vais terminer en chantant. Vous venez avec moi ? Bah oui. Mais ce n'est pas vraiment un chant comme celui auquel vous pensez. Ah. Je vais vous lire quelques mots pour un peu recruter en même temps vos émotions. Je vous demanderai peut-être l'auteur. « Passe ton doigt sur les micro-sillons autour de mes yeux le long de mon front. Les entends-tu bien toutes les chansons que le temps a gravées au plus profond? Les entends-tu bien toutes les chansons? De rides heureuses en fines pattes d'oie, il y a des berceuses sous tes doigts. Balade amoureuse, ineffable joie que les années creusent malgré moi. Tu verras avec l'âge, tout est sur le visage. Passe ton doigt sur les micro-sillons autour de mes yeux le long de mon front. Les aimeras-tu toutes les chansons que le temps a gravées au plus profond? Les aimeras-tu toutes les chansons? Sur ma peau vinyle, tu suivras le lit de tristes et fragiles mélodies, des nuits difficiles, des blues infinis, traces indélébiles de la vie, la poussière, les rayures, tout est sur la figure. Passe ton doigt sur les micro-sillons autour de mes yeux, le long de mon front. T'en souviendras-tu de toutes les chansons que le temps a gravées au plus profond? Les chanteras-tu toutes les chansons lorsque la vie m'aura coupé le son? Les chanteras-tu toutes les chansons? Un chant fort, le désordre des choses. Très joli. Et alors là, je dois féliciter Claude. On a de l'avance. Je ne vous croyais pas capable de faire aussi court, Claude. Et c'est d'autant mieux que nous avons le plaisir d'accueillir François Bayrou, qui est arrivé, qui est donc haut-commissaire au plan et qui va nous dresser les perspectives pour les temps qui viennent. Non? Oh, venez quand même. Oh non. C'est vous qui ouvrez? C'est quelqu'un qui ouvre? Ça y est, c'est... Allez. Alors, Roger-Paul, c'est grâce à vous qu'on a eu cette formidable visite. Ah ben, c'était pas très simple dans l'emploi du temps de la journée. Je l'imagine, et c'est pourquoi, en mon nom propre, bien sûr, mais au nom de tous et de la Fondation Partage et Vie et de Dominique Coudreau, président du conseil d'administration, et de Delphine Langlais, directrice générale de la Fondation, je tiens à vous dire combien nous sommes heureux et honorés que vous ayez pris le soin, dans un emploi du temps que les circonstances rendent infernal, alors qu'il est simplement d'habitude surchargé, de venir et prendre de votre temps pour nous dire, au titre de votre compétence de haut-commissaire, il y a bien d'autres qu'il faudrait mentionner, mais ce que vous avez à nous dire du vieillissement de la population en général, de ce que vous pensez du grand âge en particulier, à l'intérieur de ce vaste problème, et puis aussi du personnel des EHPAD. J'ai lu dans les documents du Haut Commissariat, notamment, que le modèle des EHPAD était
à vos yeux, en cours d'amélioration, de mutation, oui. De mutation positive, que le personnel était, non seulement, qui est souvent une mauvaise image, était un modèle de bientraitance, de bienveillance, de dévouement, et nous l'avons vu tout au long de cet après-midi, à travers les témoignages et les échanges. Voilà, et je ne vais pas manger sur un temps de parole qui est vôtre. Merci beaucoup. Alors j'étais très content parce que quand je suis entré dans cet hémicycle, j'ai découvert que la parité avait encore des progrès à faire. Parce que, si j'ai bien compté, il y avait 6 intervenants à la tribune et les 6 étaient féminines. Oui. Donc je me dis un jour ou l'autre, peut-être, si on se bat beaucoup, la parité pourra progresser. Cette plaisanterie mise à part, bon, c'était pas une journée facile parce que j'ai fait entre hier après-midi et aujourd'hui le département de l'Yonne, le département de la Nièvre, le département de l'Isère et le département du Puy-de-Dôme. Et puis retour pour vous, parce que je voulais être là, parce que Roger Paul Droit m'avait invité et parce que la question que vous traitez est pour moi à beaucoup de titres. Vous n'en avez dit qu'un. Mais bien sûr, je suis commissaire au plan et donc on voit la perspective et on voit ce que va signifier en 4 ou 5 ans l'augmentation de près de 2 millions de personnes de la tranche d'âge 75-84. On passe de 4 millions et quelques à 6 millions et quelques en très peu d'années. Je ne crois pas que nos sociétés aient jamais connu une mutation numérique de cet ordre. Mais je suis aussi maire. Je suis aussi président d'agglomération. Donc je suis aussi président d'un CCAS important dans une ville qui compte 80 000 personnes et dans une agglomération qui en compte 160 000. Et puis je suis aussi un citoyen, un père de famille et un fils qui a vu ce qu'était l'arrachement, la désorientation par des accidents de vie qui nous plongent au cœur de cette attente et de ce désespoir parfois. Et donc je vais essayer de dire ce que je pense. Et alors, comme vous avez centré sur la mémoire et le grand âge, je vois ma mère qui avait fait un AVC à 90 ans, et puis l'AVC a dégénéré dans une perte complète d'autonomie physique et de mémoire. Et ma sœur et moi, ma sœur est médecin, elle vivait dans la même maison, qui était ma maison natale. J'habite juste à côté, et elle n'a pas entendu la chute de ma mère pendant la nuit. Et donc, elle ne l'a trouvée que le lendemain matin tard. Et donc, le nombre d'heures passées, docteur, faisait... Pardon de vous raconter ça, mais puisque ceci est notre vie. Et donc, et c'était terrible parce que j'étais cette année-là en campagne présidentielle et j'avais fait la bêtise, je crois que c'était une bêtise, d'offrir à ma mère un abonnement aux chaînes de télévision en continu. C'était la première campagne présidentielle aux chaînes de télévision en continu. Et elle retransmettait les meetings. Et la panique de ma mère devant les méchancetés que mes adversaires disaient de moi, peut-être j'en disais aussi d'eux, je ne dis pas le contraire. Et je lui ai dit des phrases qui, pour elle, n'avaient pas le même sens que pour moi. Donc elle avait 90 ans. Et je lui ai dit, oui, ils veulent me tuer, mais c'est pas grave. Et elle n'a pas entendu la phrase
métaphorique. Elle a entendu la phrase comme si elle signifiait un vrai assassinat et une vraie mort de son fils. Et elle rêvait, la nuit, elle me racontait ça, de ce que... je n'ai pas connu mes grands-parents, ils étaient tous morts avant que je ne naisse. Mais son père, à elle, il était arrivé parce qu'il avait bu. On est dans le monde rural profond et il était maquignon. Un jour, on avait ramené son père qui avait picolé sur une brouette. Et elle rêvait que c'était son fils mort qu'on amenait sur une brouette. Et ma sœur et moi, on s'était juré que jamais maman n'irait dans un EHPAD. Et puis, il a bien fallu se rendre à l'évidence qu'on ne pouvait pas faire face. Et nous avons vécu ça, elle et moi, avec un très grand sentiment de culpabilité. Et puis la maladie à continuer, ça a dégénéré. La mémoire, ça m'a rappelé une scène. Pardon, je vous dis des choses très personnelles et que je n'avais pas imaginé vous dire, mais on était très joli, un très joli EHPAD dans le chef-lieu de canton du petit village où nous sommes nés, où je vis toujours, à côté de Pau, avec les montagnes en fond. Il y a une terrasse d'où on peut dominer la montagne. Et ça m'a rappelé, docteur, ce que vous disiez. Elle ne voyait plus très bien et elle n'était pas très capable d'interpréter ce qu'elle voyait. Et c'était le dimanche matin, je passais la matinée avec elle, il faisait un temps superbe. Et elle me disait, tu vois là-bas, il y avait une voiture, tu vois la Matisse. La Matisse, c'était la voiture qu'elle avait quand elle avait 18 ans. Et sa mémoire recomposait ce moment de bien-être dans le mal-être qui était le sien, qui était pour moi incroyablement émouvant. Et elle était vraiment au bout. Elle me disait, oh, qu'est-ce qui me reste? 10 ans à vivre. Il lui restait quelques semaines seulement, ou quelques mois. Et c'est pour dire que ce que j'ai éprouvé là, que j'éprouve tous les jours dans nos maisons de retraite, on a à Pau des maisons de retraite publiques que nous avons construites avec le CCAS, qui sont formidables du point de vue, je crois, de tous les points de vue, y compris du point de vue du prix de journée, qui est très bas. Cette expérience de voir une personnalité, vous disiez, madame, exprimer quelque chose, bien que dans le désarroi de la perte des facultés. Mais elle exprimait quelque chose autour de la mémoire. Je crois que vous aviez une phrase tout à l'heure sur l'écran que j'ai cru sentir. Quelque chose se reconstitue quand il n'y a pas grand-chose d'autre, pas d'espoir, pas de faculté d'expression. Et c'est la mémoire de l'expérience que j'ai eue. Il n'y a que ça qui reste, mémoire lointaine, la mémoire immédiate disparaît, l'identification des lieux et des personnes disparaît. Mais ce cœur de personnalité, d'émotion, vous avez dit, la mémoire disparaît, les émotions ne disparaissent pas, demeure dans cette... dans ce cercle de mémoire qui se crée au sein de la personne dans le désarroi qu'elle vit. Alors on fait tout ça, j'imagine, vous tous qui êtes professionnels, on fait des cercles de mémoire. Chez nous,
la succession des générations a fait que la langue béarnaise n'est plus parlée par les plus jeunes, ou très très peu parlée par les plus jeunes. Vous disiez maternelle, on a des écoles au contact précisément des personnes plus âgées, et le fait de parler, d'échanger dans la langue, on a des cercles de langue pour que ces femmes et ces hommes qui ont presque perdu le caractère de locuteur de la langue puissent se retrouver autour de cette émotion linguistique qui consiste à parler la langue de son enfance alors qu'on croit qu'elle est perdue, même si on fait beaucoup pour essayer de la sauver. Et puis, tous les jeux, vous disiez aussi, je me remémore l'école. On fait ça aussi dans nos établissements. Et donc, j'ai trouvé votre sujet terriblement engageant, qui implique ce que, comme pouvoir public, comme personne et comme responsable d'une certaine édification de la vision sur la société qui va venir dans les 20 ans qui viennent. Je peux dire ça comme ça, c'est un peu exigeant, parce que c'est très difficile. Et donc, ces expériences personnelles, familiales et d'élus sont évidemment importantes pour essayer de comprendre. Il n'y a pas que les chiffres du plan. Je le vois bien. Les chiffres du plan, quand on les lit comme on devrait les lire, ils sont porteurs d'une émotion et d'une exigence civique, démocratique. Et donc, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on sait? D'abord, on sait ce qui va se passer. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est si, docteur, vos confrères et vous, allez trouver des réponses thérapeutiques à ces syndromes qui sont si terriblement obsédants. Et ces réponses qu'on cherche, on ne sait pas dans quel cadre les trouver. Je suis l'auteur d'une expérience que nous ne sommes que deux à avoir fait en France, à ma connaissance, parmi les pouvoirs publics, les responsables de pouvoirs publics, c'est Henri Emmanuelli et moi. Henri Emmanuelli, dans les Landes, a bâti un village. Je crois qu'il est menacé parce qu'il coûte très cher. Peut-être quelqu'un le sait. Et j'ai bâti, moi, à peu près dans les mêmes années, c'est-à-dire il y a 25 ans, j'ai bâti dans un chef-lieu de canton qui s'appelle Morlas, à côté de Pau. J'ai bâti un établissement entièrement dédié à Alzheimer. Ce qui n'est plus la mode du tout et qui pourtant marche formidablement bien. Je livre ça à votre réflexion parce que vous êtes tous des professionnels. Ce qu'on appelle en béarnais les cantous dans les maisons, dans les EHPAD normaux, 7 ou 8 places Alzheimer. Nous, je ne sais pas vous, on a des problèmes avec la structuration de cette mixité-là. J'en comprends très bien l'inspiration. Je vois très bien pourquoi. Pour éviter la ségrégation, le sentiment d'exclusion, le désespoir des familles. Mais dans cette maison entièrement dédiée à Alzheimer, et qui était menacée il y a encore quelques mois, parce que l'ARS, précisément, trouvait que enfin, certains, sans doute, au sein de l'ARS, trouvaient que ce n'était pas la mode. Et que donc, pour baisser les prix, il fallait sortir de ce modèle-là. Or, vous avez tout un personnel qui est absolument formé, qui est rassurant pour les familles. Et c'est la mobilisation des parents
la mobilisation des familles, avec un peu de mon aide, qui a réussi à sauver l'établissement et peut-être à élargir le nombre des personnes qui pourront y accéder. Il fait 60 places à peu près. Parce que personne ne trouve de solution. Vous savez ça mieux que moi, donc j'enfonce des portes ouvertes devant vous. Les solutions à ces pathologies de la mémoire et de la relation, puisque les deux vont ensemble, trouvent pas de réponse. Enfin, c'est une angoisse incroyable, surtout quand ça se déclenche très rapidement, parce que j'ai 2 ou 3 cas en tête ces dernières semaines de pathologies qui se sont déclenchées très rapidement. Autrement dit, docteur, c'est pour vous que je dis ça. Pas seulement parce que je pense que des thérapeutiques vont être découvertes et mises au point. Peut-être les thérapies géniques vont pouvoir faire quelque chose sur le sujet, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que la recherche a un énorme travail à faire, pas seulement sur la pathologie elle-même, mais la recherche que vous conduisez tous ensemble, tous et toutes ensemble, c'est la recherche sur les réponses qu'on n'a pas. Et vous avez très justement évoqué le logement. Ça ne peut plus être binaire. On reste à la maison comme les personnes le souhaitent, et les familles aussi, ou bien on bascule dans un EHPAD tard, c'est-à-dire dans un moment où c'est évidemment beaucoup plus difficile de trouver une intégration. On pense tous, je suis sûr que beaucoup de gens le pensent ici, on pense tous qu'il y a des formules intermédiaires, des formules qui sont au fond de découverte de l'autonomie face à cet affaiblissement, face à ces difficultés. Le maintien de l'autonomie. On a beaucoup mis en valeur dans l'étude qu'on a faite pour le plan que la génération dont le nombre explose aujourd'hui des 75 à 84 ans, c'est la génération des 68ards. Il y en a peut-être quelques-uns ou quelques-unes ici. C'est-à-dire des gens qui ont considéré que l'autonomie, c'était le plus important dans la vie, que la liberté de faire ce qu'on veut de soi-même, c'était le plus important dans la vie, et qui aujourd'hui se découvrent dans une aventure de vie qu'ils n'ont pas prévue et pas préparée du tout. Et les pouvoirs publics sont exactement en face de ça. Et nous sommes, je le disais, tous persuadés qu'il existe des formules qui sont des formules de transition entre le domicile totalement assumé et libre et la dépendance. C'est un problème, en tout cas chez nous, c'est un problème pour les EHPAD. Parce que les EHPAD ne se vivaient pas du tout comme le lieu de la dépendance, comme étant peuplé uniquement de personnes dépendantes. C'était des maisons de retraite, comme on disait. Et c'est un changement absolument complet. J'ai un souvenir, je ne sais pas comment il faut dire, impressionnant. J'étais très jeune ministre et je visitais le Maroc. Et le roi du Maroc de l'époque, les yeux dans les yeux, pendant une discussion longue, j'étais un jeune ministre et c'était le roi du Maroc. Il me dit, Monsieur Bayrou, au Maroc, il n'y a pas de maison de retraite. Et quand il y aura des maisons de retraite, il n'y aura plus de Maroc. C'est une phrase dont vous voyez ce qu'elle signifiait pour les familles marocaines et pour la société marocaine. Ça voulait dire, dans une démarche d'intégration presque spirituelle, nous, on prend en charge
tous les âges de la vie. Et on se débrouille avec les âges de la vie. C'était le cas dans les villages béarnais d'où je suis issu dans mon enfance. On prenait en charge tous les âges de la vie jusqu'à la mort, y compris. Moi-même, à 20 ans, j'ai mis des hommes et des femmes que j'aimais dans la tombe, avec les mains qui sont là. On prenait intégralement en charge tous les âges de la vie. Mais c'est aussi que les personnes mouraient. Et qu'aujourd'hui, évidemment, en raison de la capacité de soins qui est la nôtre, heureusement, elle demeure. Et donc, ce défi-là de la transition entre l'indépendance et la liberté et l'indépendance, aujourd'hui, mérite, je crois, un très gros effort et un très gros effort de recherche. Et les pouvoirs publics aussi, parce que peut-être ça coûte moins cher. Ça sera plus libérateur et ça coûtera moins cher. On n'y est pas, hein. En tout cas, chez nous, on a fait des progrès, beaucoup, mais on n'y est pas. On a fait des progrès, notamment parce que j'ai lancé dans notre ville, il y a 5 ou 6 ans, un plan anti-solitude. Parce que les personnes âgées, pas qu'elles, mais pour un grand nombre d'entre elles, le veuvage, la difficulté à se déplacer, les problèmes économiques rendent la vie sociale beaucoup plus difficile. Et donc on a, avec 200 associations dans la ville de Pau, nous avons bâti un programme de lutte contre la solitude avec repérage à tous les moments de la vie de la commune. Repérage des personnes qui sont menacées de solitude, et on va jusqu'à aller les chercher pour les amener dans des manifestations, y compris sans qu'elles sachent où elles vont aller. Le jeu, c'est un jeu. On dit le bus sera là, sera au pied de la résidence, et on va vous faire découvrir quelque chose. Alors c'est de la musique, c'est du théâtre, c'est des chanteurs passés de mode, c'est des enfants qui font des scénettes, mais la vie culturelle, parfois la vie sportive, est une occasion d'échapper à la solitude. Je trouve que c'est une responsabilité éminente des pouvoirs publics, non pas de prendre en charge, mais de s'intéresser à cette question pour stimuler les possibilités ou la vocation que devrait avoir une communauté humaine, précisément d'ouvrir des portes qui autrement sont fermées. Et puis, il n'y a pas de doute que les politiques publiques vont devoir se saisir de cette question. Alors, c'est une question qui, évidemment, engage de très gros besoins financiers. Et comme vous le savez peut-être, si vous suivez l'actualité, la question des finances publiques, notamment sociales, est une question qui est posée et qui va évidemment, dans les mois et les années qui viennent, être un obstacle de taille à la manière dont nous organisons notre avenir. Quel que soit, je souhaite que ça ne soit pas trop, mais enfin, quels que soient les choix qui vont être faits dans les jours qui viennent par la société. L'idée que les finances publiques n'ont pas de limite est une idée qui est entretenue, mais dont je peux vous assurer que, calculette à la main, on ne peut pas le soutenir longtemps. Ce qui veut dire qu'il va falloir mieux utiliser et utiliser différemment et penser différemment les ressources publiques. Et précisément, vous êtes au cœur de ça. Les métiers
qui sont les métiers du soin, de la prise en charge, de l'accompagnement. Ces métiers-là ont besoin de reconnaissance. Et tout à l'heure, vous disiez de publicité sur les abribus. Hein? D'abord, il y en a des publicités sur les abribus. Vous avez dit, je n'en vois pas. Il y en a quelques-unes. Moi, en tout cas, j'en ai vu. Il faut qu'on trouve 100 000, dit l'étude du plan. Il faut qu'on trouve 100 000 personnes qui accepteront d'entrer dans ces métiers-là. 100 000, ça veut dire 1000 par département, moyen. Et on n'y est pas tout à fait. Autrement dit, c'est une vaste politique à construire qui ne se contente pas des réponses numériques, statistiques qu'on avait jusqu'à maintenant, parce que c'est une mutation de la relation, de la prise en charge que nous avons à penser, qui implique la recherche, les médecins, tous ceux parmi vous qui ont une expérience professionnelle, les pouvoirs publics et les familles. Je m'arrêterai sur ce dernier point. Moi, ce qui me frappe, c'est les pouvoirs publics, les maires, les présidents de grandes agglomérations, ils savent qu'ils ont un problème. Les philosophes savent qu'un problème existe. Mais les proches et les familles, c'est au dernier moment qu'ils le découvrent. Et je comprends très bien, pour l'avoir vécu. Je n'avais aucune envie d'imaginer que des drames de cet ordre puissent arriver. Ce que j'imaginais, c'est que ça durerait longtemps et paisiblement, comme chacun d'entre nous, de manière heureuse, consciente et paisible. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. Je trouve que les familles, mais ça c'est votre boulot si j'ose dire, c'est votre vocation, on n'est pas averti, on n'a pas seulement d'informations, mais de dialogue autour de ces sujets. Ce sont des sujets qu'on repousse parce qu'ils sont tabous, si j'ose dire. Et quand on est une fondation qui s'appelle Partage et Vie, il me semble qu'il y a là un chapitre très important, sans vouloir vous donner plus de travail que vous n'en avez, et sans pouvoir vous garantir plus de ressources que vous n'en avez, parce que comme je viens de le dire, mais il me semble qu'il y a là quelque chose pour que cette question ne soit pas seulement celle des professionnels, des scientifiques, ni même des pouvoirs publics, mais que ça devienne une question intérieure à chacun d'entre nous et à chaque famille. Alors ça fait beaucoup de boulot, mais je suis très heureux d'avoir partagé des réflexions désordonnées avec vous sur ce sujet. Mais... Je veux tout simplement, et sans vous retenir plus, mais vous remercier du fond du cœur, parce que vous nous avez à la fois ouvert votre propre mémoire, ce qui est rare chez les grands hommes publics. Ils n'ont pas de mémoire en général. Voilà, mais vous l'avez fait avec vérité et pudeur, j'ai envie de dire, tel que je l'ai ressenti, et je pense que je ne suis pas le seul. Et puis, vous avez aussi su nous faire ressentir comment ces questions sont une affaire de cœur, de raison, et qu'elles sont tout aussi bien intimes au plus profond de chacun de nous que engageant la puissance publique dans une réflexion commune et dans une sorte finalement de balance entre le plus intime et le plus personnel, le plus familial, le plus tripal, et aussi les grandes orientations de l'État, mais que ceci n'est pas séparé d'une certaine manière et que nous sommes chacun pris dans cela. Et une des tâches, c'est d'essayer d'en devenir un peu plus conscient. Nous nous y efforçons, mais ce soir mieux grâce à vous. Merci. Merci beaucoup.
Je suis juste là pour une dernière information pratique. La librairie est toujours en place et surtout un cocktail vous attend. Merci à tous.